à tous et bienvenue pour cette rencontre avec Bernard Minier à l'occasion de la parution de son nouveau roman La Chasse chez XO Éditions, rencontre organisée par la FNAC bien sûr en partenariat avec Babelio. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le replay sur laclaquefnac.com, le nouveau site culturel de la FNAC avec des contenus vidéo, des podcasts et donc les replays des rencontres, dont celle-ci. Bonjour Bernard Minier. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. On parle dans un instant de votre nouveau roman, mais avant, moi je voulais qu'on évoque quand même une question qui me fascine, une sorte de super pouvoir d'écrivain, c'est la divination. Dans votre précédent roman, La Vallée, vous évoquiez un confinement, mais bien avant le confinement que nous avons vécu l'année dernière. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu arriver le confinement, le vrai? Vous êtes dit super, j'ai vu juste, ou alors qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, oui, je me suis dit, c'est encore, voilà, j'ai encore changé le destin à travers mes écrits. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. De temps en temps, il y a des petites choses comme ça, mais je suis pas le seul auteur à qui ça arrive non plus. On en parle entre nous. Ouais, effectivement, la vallée, les personnages sont enfermés dans cette vallée, coupés du monde par un effondrement, un éboulis, et se retrouvent confinés. Et il y a quand même des trucs là-dedans qui étaient vraiment très précis. Par exemple, je parlais des enfants qui pouvaient plus aller à l'école. Je parlais des parents qui étaient obligés de rester à la maison, qui se retrouvent au chômage technique. Et alors que c'est un livre que j'ai terminé en janvier 2020 et qu'on s'est retrouvé confiné fin mars. Ouais, c'est un peu étrange. Oui. Et à lire, c'est étrange aussi. Moi, je l'avais lu un peu après. C'était déjà le confinement. Ouais. On s'était parlé à cette occasion. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Pierre Bayard qui s'appelle Le Titanic fera naufrage. Et il parlait de romanciers comme ça qui voient l'avenir, dont Morgan Robertson qui publie en 1898 un roman qui raconte l'histoire d'un bateau qui s'appelle le Titan, qui a des dimensions extraordinaires. C'est la fierté nationale à la fois politique, mais aussi c'est le progrès technologique incarné. Et puis le bateau coule. Il y a des dizaines de victimes à cause, faute de canaux de sauvetage suffisants, parce qu'on a été trop orgueilleux. Et c'était 12 ans avant le Titanic. C'est effrayant. Est-ce que c'est parce que c'est les écrivains qui sentent l'époque d'une certaine manière? Comment on peut expliquer ça? Là, sur le coup, c'est tellement précis, enfin, c'est tellement circonscrit à un petit phénomène, un épiphénomène, que je ne dirais pas on sent l'époque, oui, ça c'est vrai. On sent l'époque, en tout cas, on la renifle. Et on essaie de la comprendre, on essaie de deviner dans quelle direction ça va aller, tout ça, la société, le pays. C'est un peu. Mais après, sur des choses aussi ponctuelles, je crois que c'est de l'ordre du hasard ou de la coïncidence. Pour ceux qui croient au destin, ma foi, chacun y verra quelque chose de différent. Mais on trouve ça aussi dans la science-fiction. On a l'impression aujourd'hui qu'on vit dans des romans de Philippe K. Dick et Asimov, ouais. quoi. Ah ouais, mais complètement, oui, oui, tout à fait. On a vraiment, ou Arthur C. Clarke, en fait, tous ces gens-là. Les robots, l'intelligence artificielle, tout à fait. etc. Alors, pour le coup, j'ai encore mon petit truc sur un bouquin précédent, puisqu'on parle de science-fiction. Dans M, le bord de l'abîme, j'avais imaginé que des robots en forme de chiens de garde se baladaient dans le campus de l'entreprise Ming, et un an plus tard, ils étaient dans les parcs de Singapour en train de faire la même chose. Donc, voilà. J'ai une question de Karine Salban qui fait partie des abonnés et qui demande alors justement, est-ce que vous allez parler dans un prochain livre de l'épidémie du Covid-19? Est-ce que justement, il y a aussi le côté rétroactif? Non, je ne vais pas en parler parce que déjà, je n'ai pas l'impression que les gens aient tellement envie ensuite, une fois qu'on sera sorti de tout ça, et j'espère qu'on va en sortir, et en sortir bientôt, je ne pense pas que les gens aient envie trop d'y revenir non plus. Et puis finalement, j'en parle indirectement un peu dans La Chasse, hein, parce que dans La Chasse, ça se passe en 2020, ça se passe fin octobre 2020, c'est-à-dire à l'aube du deuxième confinement. Donc on a quand même des histoires de restos fermés, de gens qui portent des masques, alors pas tout le temps, hein, de temps en temps ça reste très périphérique, c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Enfin, il y a quand même des petits détails par-ci par-là.
qui évoque la situation dans laquelle on est. Non mais je comprends, moi ça me fatigue déjà de penser à l'avalanche des romans qui vont sortir sur le confinement, mais en revanche, pour un polar par exemple, ou un thriller, il y a quand même des trucs à jouer dans une France complètement vidée de ses habitants, enfin en tout cas les rues, il y a des scénarios à bâtir extraordinaires. Mais alors, moi, j'avais pensé à un scénario de série que j'ai jamais développé, mais j'avais vu cette idée-là il y a quelques temps. C'était un type qui habitait à Paris dans un appartement et qui se réveillait un matin et il sortait dehors, il sortait pour aller à son travail et les rues étaient vides et tout le monde avait disparu. Il était tout seul au milieu de la capitale. Ah, voilà, on est C'est le rêve de Tom Cruise dans Vanilla Sky aussi. Ouais, Dans exactement. New York, c'est magnifique. Tout à fait. Bon, alors, aussi, je suis une légende, d'une certaine façon. voilà, Ouais. mais en plus glauque. Le futur nous dira si votre don d'anticipation a vu juste avec le nouveau, La Chasse, chez XO. Et justement, je vous propose de regarder la bande-annonce. Ça fait vachement peur, hein. C'est fascinant ça, les bandes annonces pour les livres, comment ça marche. Moi, je trouve, pour un film, c'est évident, mais pour un livre, vous mettez les mains dedans un peu, ils vous sollicitent pour essayer de créer l'atmosphère. Ils me demandent des images en fait, de leur proposer des images, des scènes fortes, des choses comme ça. Donc évidemment, j'ai évoqué le château, on va pas trop dévoiler de choses, mais voilà. Et donc à partir de ça, ils ont fait ce petit trailer qui est formidable, qui fait monter la sauce un peu et la pression. Oui, c'est quand même, voilà, c'est aussi les nouvelles technologies, c'est le nouveau monde, on parle des livres un peu autrement. Mais justement, ça me fait penser, effectivement, dans certaines bandes annonces, alors je pense au cinéma, pour des thrillers, parfois il y a des bandes annonces qui nous spoilent absolument tout le film. Pour vous, une quatrième de couverture, c'est un exercice hyper délicat, parce qu'il faut en dire suffisamment pour donner envie de le lire, et en même temps, on ne peut pas tout spoiler. C'est comme une interview d'ailleurs, ça peut être très compliqué. Est-ce que, avant de commencer, quand vous sortez un livre, vous vous dites, ça, je peux le dire, j'irai pas jusque-là. Ouais, c'est toujours la même question. En effet, jusqu'où on peut aller. Je me rappelle que par exemple, pour Glacer le premier, le cheval était sorti sur la quatrième de couve. On en parlait déjà parce que l'image était tellement spectaculaire. Et en même temps, c'était quand même la première surprise qui sautait, quoi. Parce que moi, dans le récit, c'était une surprise. Il découvrait tout d'un coup ce cheval au du téléphérique. Et donc, la première surprise avait sauté dès la quatrième de couve. Mais c'est un peu la règle du jeu. Il faut quand même donner quelques biscuits. Il faut surtout donner envie au lecteur d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et oui, et moi je pense aussi au lecteur qui a lu le livre et qui a aussi envie d'avoir quelques explications sur tel ou tel aspect de l'intrigue. Oui, le pourquoi du comment, et surtout le... Mais oui, mais on peut pas... il faut toujours... D'ailleurs, c'est aussi valable pour les romans précédents, parce que il y a des gens qui aujourd'hui vont lire Glacé, ou vont lire N'éteins pas la lumière, ou vont lire Une putain d'histoire, et il y en a d'autres qui l'ont lu depuis longtemps. Donc il faut trouver un... Vous dites stop surtout si on va trop loin. Mais donc La Chasse, on a de quoi lire, 480 pages, elle s'avale cul sec, tendu. Le livre s'ouvre, je raconte quand même le début pour ceux qui nous rejoignent, même si je suis à peu près persuadé que tout le monde l'a lu derrière son écran. Le livre s'ouvre sur une bonne gifle au lecteur comme vous savez faire. On est dans la voiture d'un homme qui rentre chez lui en pleine nuit, il est infirmier. On n'en dit pas trop non plus sur ce qu'il fait là. Mais bon, tout ça pour dire que tout à coup, il voit un cerf. Il est en lisière de forêt, il voit un cerf qui débarque comme ça devant lui. Boum, c'est l'accident, il sort. Et en fait, c'est pas un cerf, c'est un type avec une tête de cerf sur sa tête. Une vraie tête de cerf, mais sur sa tête, enfoncée sur sa tête avec une fermeture éclair et tout. Et on appelle la police, on appelle évidemment Martin Servaz. On observe quand même que le mot justice est gravé au fer rouge sur son torse. On fait les premières constatations, on essaye de l'identifier et on s'aperçoit qu'il s'agit d'un délinquant qui a 18 ans,
casier judiciaire assez chargé, trafic de drogue, cambriolage, condamné même pour viol en réunion, mais libéré pour vice de procédure. Euh, Comment vous faites pour... Enfin, je veux dire, c'est essentiel, ça, ce début-là. Moi, quand je l'ai raconté plusieurs fois déjà, le début de ce roman, je vois tout de suite dans l'œil du type en face de moi qui se dit, il faut vraiment que je sache ce qui se passe après. Vous travaillez particulièrement l'ouverture, vous la faites à la fin, comment ça marche? Non, en fait, je la fais toujours au début. Au fond, c'est assez étrange, mais c'est toujours la première scène qui me vient, la première image. C'est comme un flash. Ça a été la même chose pour le cheval dans le glacé, ça a été la même chose pour dans la vallée, cette espèce de type qui est sur le lac glacé, qui est nu, qu'on arrose avec des seaux d'eau jusqu'à ce qu'il y ait une carapace de glace autour de lui et finalement on lui ouvre le ventre pour lui mettre un poupon en plastique dans ce simulacre de grossesse. À chaque fois j'ai une scène qui me vient comme ça et très souvent je ne sais même pas ce qui va se passer après. J'ai cette scène là et je pars de là. Et après j'imagine toute une histoire autour de cette image là. Mais ouais, c'est quelque chose que je fais depuis le début et que j'aime faire, c'est-à-dire je prends le lecteur par le col et je le plonge la tête la première, de cerf ou pas, dans mon histoire. Et c'est au fond, c'est quelque chose de programmatique, c'est une façon de dire accrochez-vous, ça va secouer quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais quitte à revenir après au début de l'histoire pour modifier certaines choses pour que ça... Bon, on en reparlera tout à l'heure des coulisses et de la fabrication cuisine. parce qu'on a beaucoup de questions D'accord. là-dessus. Mais moi, je voulais vous parler aussi de Fatia Djellali, qui est la médecin légiste qui commence à pratiquer l'autopsie. C'est très précis. Vous êtes renseigné là-dessus? Alors, je n'ai pas de contact chez les médecins légistes, j'en ai dans la police, j'en ai dans d'autres corps de métier à chaque fois que j'écris, mais pas les médecins légistes. Mais il faut dire qu'il y a toute une littérature médico-légale il y a beaucoup de médecins légistes déjà qui rencontrent leur métier, qui décrivent comment ça se passe. Il y a aussi des livres très très précis sur la police technique et scientifique. Et quand j'ai un doute, j'appelle carrément les flics que je connais. Je connais un directeur de la police technique et scientifique aussi. Je connais pas mal d'enquêteurs de la criminelle qui ont l'habitude de... Par exemple, pour décrire comment ça se passe une autopsie, j'ai simplement demandé à des policiers de la criminelle qui, eux, ont assisté à des autopsies, comment ça se passait, et en particulier des policiers de Toulouse, comment ça se passait, puisqu'à Toulouse, le service médico-légal se trouve au CHU. Et donc pour leur demander comment ça se passait, parce qu'en fait, au fond, après, chaque légiste a ses méthodes, ça peut varier d'un légiste à l'autre, chaque service médico-légal peut être un peu différent. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est celui de Toulouse, évidemment. Et il y a dans ce roman-là un petit nouveau dans l'équipe qui sort de l'école de police et il est un peu bizuté, c'est-à-dire que on l'emmène pour assister à l'autopsie. Et bon, il fait pas trop le malin là, mais ça va encore. Mais je me suis dit, Surtout si qu'il ça va se se trouve, passer des choses pendant l'autopsie déjà, voilà. donc on va pas trop en dire. Alors ça, je sais pas si on raconte ou pas. Non, mais non, on va on va laisser la surprise au lecteur, mais effectivement, pendant l'autopsie, il va se passer des trucs. Une donc, histoire même assez ça va dingue. pas l'aider, ce pauvre Raphaël Bien Katz. sûr. Mais bon, je me suis dit que peut-être vous nous racontiez un souvenir d'une autopsie à laquelle vous avez assisté. Non, ça vous est jamais arrivé? Alors, j'ai été étudiant en médecine et j'ai vu effectivement des cadavres à cette occasion, et je pense que c'est là où j'ai compris que c'était pas la voie que je devais suivre. Mais non, j'ai pas assisté à une autopsie, non. Toujours dans la documentation, si je puis dire, le soir de cet accident, et donc de cette chasse, parce qu'on comprend vite que s'il avait une tête de cerf, c'est qu'il était chassé. D'ailleurs, on lui trouve un carreau d'arbalète dans le dos, ça je ne l'ai pas dit. Mais c'est le soir c'est un soir particulier, c'est la lune des chasseurs. Oui. Qu'est-ce que c'est la lune des chasseurs? C'est une pleine lune. Il faut dire qu'en 2020, il s'est passé un truc très spécial, c'est qu'ordinairement, il y a 12 pleines lunes chaque année, et là, il y en a eu 13 cette année, en 2020. Et c'est une pleine lune, chaque pleine lune est répertoriée par rapport à la période. Avant, il y a la pleine lune des moissons, et là, il y a la lune des chasseurs, parce que c'est au moment où passent certaines catégories d'oiseaux, et où donc les chasseurs, grâce à cette pleine lune, peuvent les chasser. Du reste, j'ai eu un message récemment sur les réseaux sociaux d'un monsieur très remonté qui m'avait écouté sur Europe 1 et qui n'avait pas visiblement pas lu du tout le livre, mais et qui était anti-chasse et qui parlait de la lâcheté de ces gens qui s'en prennent aux oiseaux migrateurs et qui
qui détestait le livre parce que ça parlait de chasse. Je lui ai très gentiment expliqué que ça parlait pas de chasse, ça parle au gibier humain. C'est pas tellement leur faveur en plus. En même temps, c'est un polar, oui. Et puis, ça le dérange pas par contre qu'un gosse se soit fait chasser. Je pense qu'il est pas au courant parce qu'il a pas lu le livre. Donc, mais enfin, quand on avait parlé de la lune des chasseurs et de la chasse, ça l'avait choqué. En fait, il faut bien savoir que ça ne parle pas de chasse. Mais je le savais que vous auriez des appels ou des mails ou des choses comme ça, parce qu'au début du livre, il y a un avertissement où vous expliquez que, en fait, justement, cette lune des chasseurs, vous avez été obligé de la décaler, que telle date, en fait, ça ne correspond pas tout à fait, et d'autres choses comme ça que vous précisez. C'est vous anticipez les râleurs. À un moment donné, je me demandais si on gardait ce titre, La chasse, parce qu'effectivement, je ne voulais pas non plus que les gens se méprennent sur le sujet du livre. En fait, c'est pas tellement est-ce que je suis anti-chasse ou pas. La question, c'est que c'est pas le sujet, quoi. Vous êtes anti ce genre de chasse quand même, j'imagine. J'espère que tout le monde est contre ce genre de chasse, parce que sinon, c'est un peu inquiétant. Et alors, le délinquant s'appelait Moussa Sarr, oui. Et on comprend assez vite qu'on est face justement donc à un ou des justiciers, c'est-à-dire des gens qui décident de faire la justice quand la justice n'est pas passée. Et ça, c'est un motif assez classique finalement. Il y a ce côté-là, c'est les super-héros, mais c'est aussi Monte Cristo. Vous aviez envie de vous emparer, c'est une histoire en particulier qui vous inspirait, c'est venu comme ça? Non, c'est plutôt la situation actuelle où ce que je vois passer aussi sur les réseaux sociaux, même si je me tiens un peu à distance de toutes ces choses-là, c'est un peu un sentiment général. On pourrait être assez vite tenté d'avoir des gens qui pourraient envisager de prendre les armes pour faire de l'autodéfense ou pour constituer des milices. C'est pas un sujet nouveau. Henning Mankell l'avait déjà abordé il y a plus de 20 ans, cette histoire des milices en Suède. Mais là, on est dans une... c'est aussi ça que je voulais faire. Je m'interrogeais sur le devenir de ce pays, de notre société. Et notre société, elle est de plus en plus déchirée, elle est de plus en plus fracturée, elle est de plus en plus violente. Et certains pourraient être tentés de rendre la justice eux-mêmes. Au fond, c'est ça le sujet. Et puis on sent bien qu'elle est travaillée par des courants souterrains, que la démocratie est un peu remise en question, que certains voudraient faire la révolution. On entend toutes sortes de révolutionnaires en ce moment. Il y en a qui se prennent pour Victor Hugo ou pour Lénine, je ne sais pas. Enfin, on n'est pas non plus dans la France bonapartiste ou dans la Russie tsariste. Mais voilà, on sent bien qu'il y a tout un tas de courants qui travaillent la société aujourd'hui. Et moi, je trouve ça assez inquiétant. Et à la fois, c'est parfait pour un romancier, ce point de c'est départ, parce qu'il y a de l'ambiguïté tout de suite. Le type qui fait ça ou les types qui font ça, on se dit que c'est des sales types forcément, mais qu'il y a quand même, c'est pas gratuit, je veux dire, il y a il y a quelque chose derrière. Bien sûr, de toute façon, tout ce qui se passe en ce moment, c'est du pain béni pour les romanciers, mais ça ne veut pas dire que non plus les romanciers, c'est très bien pour écrire, mais n'ont pas forcément envie de vivre dans une telle société. Oui, on voit plein de choses. Déjà, on ne sait pas vraiment du tout. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, pour parler clairement. Il y a certaines échéances électorales qui arrivent. Bien malin celui qui peut prédire ce qui va se passer. Et on voit bien aujourd'hui qu'on manque de visibilité. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'interroger sur le devenir de ce pays, de notre société, mais je ne me place jamais au-dessus des lecteurs. Je me place à la même hauteur qu'eux, parmi eux, et je me pose les mêmes questions que mes lecteurs. Sauf que je le fais à travers une histoire aussi, j'espère, aussi addictive et palpitante que possible. Et aussi, peut-être, j'amène quelques petites clés supplémentaires, quelques petits éléments d'information, parce qu'avant d'écrire ce roman, j'ai mené un travail d'investigation, d'enquête. Donc voilà, c'est ce que je cherchais à faire à tout ça. Et puis je montre que tout ça, c'est complexe. L'esprit de complexité, c'est l'esprit du roman depuis le premier roman moderne, qui est Don Quichotte, premier grand roman moderne. Don Quichotte qui sort de sa tour et qui découvre qu'il n'y a pas une vérité, mais qu'il y a 1000 vérités contradictoires. Donc c'est ça aussi, la multiplicité des points de vue. Je ne tranche pas, je montre des choses, je raconte, et après chacun se fait son opinion. Et justement, c'est ça aussi votre grande qualité, c'est que vous ne faites pas du polar, thriller comme ça, juste pour raconter une bonne histoire. Aussi, bien sûr, et peut-être avant tout quand même. Oui, mais il y a une oui, dimension sociale, je veux dire, il y a un point de vue, il y a une vision du monde, ou en tout cas de la société. Là, en particulier, une vision du monde des policiers et un quotidien impossible en fait. Une situation, une position impossible à tenir.
Oui, bah, de toute façon, dans la mesure où mon personnage principal, Martin Servaz, est un flic, ou ses adjoints, et qui sont aussi les personnages secondaires du roman, Samira Chung, Vincent Esperandieu sont des policiers, évidemment, c'est le métier dont je Oui, vais mais parler le parfois, plus. si vous en parlez, c'est Ouais. secondaire, quoi. Je veux dire, Mais c'est... parce que juste raconter une enquête, bon, moi j'espère que l'enquête est passionnante, et il y a plein de rebondissements, il y a plein de surprises qui attendent le lecteur tout le temps. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas parler du quotidien de ces... Si on veut être réaliste, on est obligé de parler de la façon dont ils exercent ce métier. Or, les façons de l'exercer sont de plus en plus difficiles. Les menaces, les agressions jusqu'au domicile de certains policiers, les menaces, etc. En face, il y a aussi des policiers qui font des choses impardonnables et injustifiables. Donc c'est un métier qui est terriblement difficile à exercer aujourd'hui. Et moi, quand je raconte, quand je décris des policiers en train de mener une enquête, j'ai envie que ça sonne vrai. J'ai envie de vraiment... moi, c'est comme au cinéma, quand je regarde un film policier, si je sens que les flics font n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand ça tient la route. Vous connaissez d'ailleurs beaucoup de policiers qui vous donnent des tuyaux aussi J'en connais pour quelques-uns, vos ouais. romans. Est-ce que c'est eux, d'une certaine manière, qui, sans vous le demander directement, mais Du tout. vous avez compris qu'ils avaient envie aussi qu'on montre cet Bah, aspect-là, quoi. ils ont les difficultés de leur métier, la misère et tout. Mais après, moi, je ne m'interdis rien. Par exemple, dans Glacé, dès Glacé, il y avait un flic raciste. Il y avait des flics racistes, il y avait des flics sexistes, misogynes. Ce qui n'est évidemment pas le cas de Martin Servaz ni de ses adjoints. Mais il y avait tout ça. Il y avait ces gens-là aussi dans Glacé, dans mon premier roman. Donc je montre tout un tas d'aspects. Mais effectivement, eux, ils ont envie de... Alors, moi, je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit, hein, donc j'écris ce que je veux comme je veux. Mais j'ai des éléments d'information sur les grandes difficultés de la police, le manque de moyens, la misère. Mais c'est pas nouveau du tout. On a Bertrand Tavernier qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Et Bertrand Tavernier avait fait un film formidable qui s'appelle L627, qui est sorti en 1992, ça fait donc un petit moment, qui parlait déjà de la grande misère de la police, avec des fonctionnaires qui repeignaient leurs bureaux eux-mêmes, qui achetaient leurs machines à écrire avec leurs propres deniers. Et si vous vous souvenez bien, on avait un ministre de l'Intérieur à l'époque, Paul Quilles, pour ne pas le nommer, qui avait quand même annulé plus de 200 représentations. Et on était sous un gouvernement socialiste. Alors quand on parle d'État totalitaire, je veux dire, on a toujours eu un État interventionniste. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment on réagirait s'il y avait un ministre de l'Intérieur qui annulait 200 représentations d'un film dans un cinéma pour des raisons comme celle-là. Donc la misère, les difficultés de la police, elles ont toujours existé. Et ce qui est passionnant, c'est de montrer aussi une enquête, dans quelles conditions elle est faite. Après, je laisse parler mon imagination. Les crimes sont extravagants, les méchants sont vraiment très méchants. Enfin bref, après, je me fais plaisir, évidemment. Alors les méchants sont très méchants, mais là en fait je me suis posé une question parce qu'il y a une ambiguïté côté chasseur, je mets les guillemets qu'il faut, mais chez les victimes, pour la plupart ce sont des sales types. Et donc est-ce qu'il y a un problème comme ça? Parce qu'il vraiment qu'on ait de la peine pour la victime. Là évidemment on trouve ça odieux, mais c'est pas comme si c'était une jeune fille toute sympathique ou un jeune garçon qui vient justement de rencontrer, qui vient de rentrer chez lui, qui vient de retrouver sa famille et puis qui tout à coup est fauché comme ça alors qu'il n'avait rien fait. Est-ce que c'est un problème si la victime n'est pas aussi blanche que possible? Ben, c'est ça qui rend l'histoire intéressante. C'est que aussi bien les victimes que les coupables, que personne n'est uniforme, personne n'est univoque, personne n'est monolithique. J'espère, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai cherché à faire, que tous les personnages sont complexes, avec des aspects négatifs et des aspects positifs. Effectivement, il s'agit de jeunes délinquants, mais on va aussi découvrir pas mal de choses, on va rien dévoiler, mais enfin, la réalité, elle n'est pas aussi simple que ça non plus, hein. Les victimes sont-ils des coupables? Les coupables sont-ils des victimes? Enfin, tout ça, c'est cette ambiguïté-là qui est intéressante. Quand on complexifie ce que vous faites côté victime, est-ce que vous avez eu peur du manque d'empathie que pourrait éprouver éventuellement le lecteur? Non, parce que je pense que l'empathie de mes lecteurs, elle se fait essentiellement avec Servaz, avec Samira Chung, son adjointe, avec ces personnages-là auxquels ils sont très attachés. Et je pense que s'ils se mettent dans la peau de quelqu'un, c'est bien dans la peau de ces personnages-là et de toutes les difficultés qu'ils affrontent. Après, je pense que, par exemple, sur la première victime, il y a sa famille aussi, où on découvre la famille de cette première victime, on découvre sa mère, etc. C'est là où ça joue. Et je pense que là, il y a beaucoup d'émotions par rapport à cette mère qui a perdu un fils, etc. Et je pense que là, il
il y a ça aussi je pense que si le lecteur doit ressentir de l'empathie, ça sera pour ce personnage-là en particulier. Beaucoup de vos romans, et celui-là aussi, se passent dans les Pyrénées, et au Toulouse, à Ariège. C'est un terrain de jeu pour vous? Vous y sentez à l'abri, chez vous? Oh, la Vous Briche avez de- la carte dans la tête, c'est plus facile? Pourquoi? Ah, j'ai vraiment une géographie dans la tête, oui. À chaque fois que j'écris un livre, j'ai une géographie dans la tête, mais je dirais pas que c'est pas que je me sente à l'abri, mais c'est mon territoire au fond. Et beaucoup d'auteurs, d'écrivains, de polar ou autres ont leur territoire. Pour revenir à Mankell, c'était la Scanie, qui est cette partie au sud de la Suède. Conley, c'est Los Angeles. Michael Conley. Nesbo, c'est la Norvège, enfin la région d'Oslo essentiellement. Frank Tillier, ce sera plutôt le nord, quoique maintenant il voyage beaucoup à travers ses romans. Et moi, au fond, mon territoire, c'est plutôt le sud-ouest, c'est-à-dire les Pyrénées, Toulouse, le Gers, le Tarn, enfin toute cette région du sud-ouest de la France qui est magnifique, avec des grands espaces. Je suis plutôt un auteur de grands espaces qu'un auteur de polar urbain. Après, il y a plein de scènes dans la chasse qui se passent à Toulouse, qui se passent en ville. Et j'ai aussi écrit des romans comme N'éteins pas la lumière, qui étaient essentiellement urbains, mais j'aime bien les grands espaces. Et pourquoi? Parce qu'on peut voir la proie plus loin comment... La nuit dans une forêt, je suis pas sûr, hein. Mais bon, non, je crois pas, non. Au contraire, j'aime bien quand les choses sont Oui, cachées. Ouais. il faut qu'il fasse nuit. Mais justement, vous pourriez avoir envie de voyager. Moi, je sais pas, John le Carré Mhm. ou Ian Fleming, ils partent un peu partout dans le monde. Et puis, c'est une bonne excuse aussi pour aller faire une reconnaissance. Ah, mais je l'ai déjà fait, oui. Je l'ai déjà fait avec une putain d'histoire où j'étais parti à Seattle, où j'avais. Donc ça se passe dans les îles San Juan, qui sont un archipel au large de Seattle, absolument des îles sublimes, montagneuses, avec d'immenses forêts de conifères. Et j'étais parti là-bas, j'avais rencontré les shérifs sur place, j'avais visité leur service, j'avais rencontré. Attendez, vous dites, je suis un écrivain français, je voudrais... Ouais, Est-ce que c'est exactement. possible d'avoir quelques tuyaux Ah ben, sur les crimes? Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors j'avais quelques contacts en partant, mais uniquement sur la police de Seattle, le Seattle Police Department. Là, j'avais quelques contacts importants parce qu'il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale de la police où les policiers sont en contact. Mais je suis arrivé après dans les îles, j'ai rencontré les shérifs, comme vous venez de le dire, hein. C'est-à-dire je suis allé voir le shérif et je me rappelle, il s'appelle Rob New. Alors je ne sais pas si c'est toujours lui parce que c'est des personnages élus, les shérifs aux États-Unis. Le shérif de San Juan Island. Et je suis allé le voir et je lui ai dit I am a French writer, I write crime novels. Et on a parlé pendant 10 minutes, et au bout de 10 minutes, le gars me dit venez ce soir et je vous fais tout visiter. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont super ouverts. À la nord-américaine, quoi. C'est ça. Ils sont sympas. Alors qu'en France, au début, pour rentrer dans les services de la PJ, il a fallu faire par la hiérarchie. Il faut que je demande au chef. D'abord, j'ai été reniflé par le directeur de la PJ qui a regardé à quel animal il avait affaire et puis qui a dit ok, je peux le lâcher au milieu de. Ça a été en fait, c'était plus difficile avec les policiers français au départ qu'avec les policiers américains. On a une question de Nathalie Coste. On revient dans les Pyrénées. Non, Coste, c'est pas moi, c'est Olivier Norac. Il y aurait une erreur. Je crois qu'il n'y a pas de lien. D'accord. La montagne et la nature semblent jouer un rôle capital dans vos romans, dit-elle. Est-ce qu'elle vous inspire, vos personnages, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'elle inspire? Est-ce que c'est la nature qui inspire les personnages, ou c'est l'inverse? Or, Martin, c'est Oui, j'entends bien. Non, c'est la nature, ouais, c'est le décor, en tout cas, c'est la géographie. Moi, je pars toujours. Je pense que je suis peut-être le seul à fonctionner comme ça, j'en sais rien. J'ai besoin d'un décor, d'une géographie, d'un paysage pour avoir. Et les idées viennent ensuite. J'ai le décor d'abord. Et c'est dans ce décor que me viennent des idées, que je les mets en place, que tout s'organise. Donc c'est vraiment la nature qui influe sur les personnages. Et après, je choisis les personnages en fonction. Par exemple, dans La Vallée qui vient de sortir chez Pocket, j'ai choisi mes personnages parce que j'avais cette petite ville d'Aigues-Vives qui est donc, comme on l'a dit, coupée du monde par un effondrement de la montagne sur l'unique route d'accès. Et donc, sauf qu'en plus, cette population, non seulement elle est enfermée, mais il y a un assassin en son sein qui va se déchaîner. Et donc, j'ai choisi le personnage parce qu'il me fallait, c'est une femme qui est Madame le maire, ou la mère, Isabelle Torres, il y a la psychiatre, parce que j'aime bien les psychiatres en général dans mes bouquins. Voilà, c'est ça. Non, c'est Gabriela Dragoman, la psychiatre. Il y a l'abbé, parce qu'il y a une abbaye dans cette vallée. Et puis il y a les gendarmes, puis il y a Martin Servaz qui se retrouve coincé là avec les autres. Donc voilà, c'est vraiment, au fond, c'est le décor qui a déterminé les personnages. Mais là, ça a même déterminé l'intrigue, en fait. Ah, ça a tout déterminé, oui, complètement.
J'ai une double question de Odile Soubert. En cette période de pandémie, Mhm. Covid-19, est-ce que cette période vous a inspiré pour la chasse, c'est-à-dire à cause du retour à la nature que ça implique? Ah, c'est une question intéressante. Si retour à la nature, C'est une question intéressante. Je ne sais pas si ça m'a inspiré pour la chasse, mais je ne devrais pas dire ça, mais moi, le confinement, ça m'a bien aidé. Parce que du coup, il n'y avait rien d'autre à faire qu'écrire. Vous voyez, les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, les cinémas sont fermés. ça c'est votre quotidien. Oui, mais moi, j'écris dans la journée, mais quand on sort le soir ou quand on fait un peu la fête le samedi, etc., les dimanches, c'est un peu plus. J'écris 7 jours sur 7. Les dimanches, c'est un peu plus compliqué, quoi. Là, les dimanches, c'était comme les autres jours, hein, on ne voyait pas la différence. Sur le retour à la nature, c'est une question intéressante, en effet, parce que l'Ariège, c'est une région quand même assez peu peuplée. C'est la région la plus boisée d'Occitanie, c'est pour ça aussi que j'ai choisi, parce que, comme il est question de chasse à l'homme, hein, comme on l'a dit, on chasse sans doute pas l'homme comme on chasserait le lapin de Garenne le dimanche matin à côté du village, quoi. Il faut quand même être un peu isolé, un peu tranquille. Donc j'avais choisi cette région qui est extrêmement boisée, qui est aussi une des moins peuplées, puisque, puisque Foix, qui est la préfecture, c'est 9000 habitants, Pamiers, c'est 15 000, enfin à peu près, hein, je ne vais pas dire de bêtises, à côté de Toulouse qui fait 1 million avec l'agglomération, voilà. Et je pense que effectivement la nature est très très présente dans la chasse et on a un va-et-vient constant entre la ville, Toulouse et l'Ariège, quoi. Les personnages font pas mal l'aller-retour et il y a ce contraste. On a une ville morte, au fond, qui est Toulouse, confinée, et on a une nature vivante. Justement, la forêt obscure, ça me fait penser à une question que je voulais vous poser. Dans un film, s'il y a une poursuite dans une forêt, bon, bah, la caméra filme ce qu'elle peut avec la lumière qu'il y a, quoi. Hmm. Bon, évidemment, on met des projecteurs pour que ce soit plus simple éventuellement, mais dans un livre, comment on crée la pénombre? Comment on crée la disparition dans la nuit? Et comment oui. on choisit que là, ça va disparaître, et là, le Martin, par exemple, ou un autre, verra ou ne verra pas? Bah, c'est ça qui est intéressant. Au fond, un roman policier, c'est une affaire de dévoilement. C'est tout le temps une affaire de dévoilement. C'est-à-dire qu'on a des secrets, on a des choses qui sont cachées, et petit à petit, ces choses vont venir à la lumière. Et la forêt, c'est pareil. Quand on se déplace dans la forêt, en plein jour, mais encore plus en pleine nuit, tout est caché, tout est dans les ténèbres, et petit à petit, on éclaire et on découvre telle chose aussi là. Donc au fond, cette forêt, cette nuit, c'est un peu une métaphore du récit lui-même, de ce dévoilement qu'est le récit. Et puis ensuite, on joue sur le lexique, évidemment. Moi, j'adore le lexique nocturne, l'obscurité, les ténèbres, la pénombre, tout jouer sur les descriptions, les ombres, etc. Et j'ai une écriture très visuelle, je crois. Donc je me fais un peu un film dans ma tête et je retranscris ça avec des mots. Et vous vous baladez la forêt la nuit pour voir jusqu'où on peut voir Bah, ou pas, en ouais, fonction de la lune ça et m'arrive, tout? elle est pas loin de chez moi, donc j'ai juste à sortir de chez moi, marcher quelques centaines de mètres et je suis dans la forêt. Donc oui, dès que j'ai besoin d'un détail, je fais ça. Mais je pousse le vice assez loin, hein, d'ailleurs, hein. Par exemple, si j'ai eu besoin de neige, et il a neigé il n'y a pas longtemps, là. Donc tout de suite, je vais aller dans la neige pour voir un peu la sensation. Là. Mais c'est pour ça aussi que je me déplace toujours sur les lieux de l'action. Moi, je ne conçois pas d'écrire des choses uniquement à partir d'Internet. Je sais qu'il y en a des auteurs qui le font très bien, mais moi, je suis incapable de faire ça. Je suis comme une éponge, j'ai besoin d'absorber, de m'imprégner. Par exemple, dans Nuit, la première scène se passe en Norvège. Enfin, il y a à peu près une centaine, même pas une centaine de pages qui sont en Norvège, mais il y a surtout un prologue qui fait 5 pages, et ça se passe dans un train de nuit entre Oslo et Bergen. Que vous avez pris. Ben pour écrire ces 5 pages-là, je suis parti à Oslo, j'ai pris le train de nuit jusqu'à Bergen, j'ai passé 7 heures. Donc je me suis tapé 2 vols en avion, je me suis passé 7 heures uniquement pour écrire ces 5 pages. Et vous les avez écrites dans le train? Non, mais Ou j'ai après? pris des notes. J'ai pris des notes et puis je me suis baladé pendant que tout le monde dormait, évidemment, c'est un train de nuit, donc aucun intérêt. Je me suis retrouvé d'ailleurs, je me rappelle très bien, avec un jeune homme qui tenait la voiture bar et qui m'a passé du heavy metal à 4 heures du matin parce qu'il s'ennuyait moi aussi. Donc voilà, mais c'est des choses, j'ai besoin de cette imprégnation-là. Je pousse les détails très loin, je me rappelle que dans Glacé, il y a une scène où on met un sac en plastique sur la tête de Martin Servaz pour l'étouffer. Non, me dites pas. Si. Ah ben, en même temps, j'avais quelqu'un à côté de moi, je n'étais pas tout seul, et puis je pouvais l'enlever à tout moment. Mais j'ai pris un sac plastique, je me le suis mis sur la tête et j'ai essayé de... C'était super désagréable d'ailleurs avec le plastique qui se colle partout, mais c'était le but. Je voulais ressentir ce que ressentait le personnage.
C'est hyper dangereux, même si c'est volontaire, ça peut être... Non, parce que je pouvais l'enlever tout de suite, et puis j'avais quelqu'un à côté de moi. Mais non, non, mais après, il y a des choses que je ne ferais pas non plus. Vous n'avez pas poussé le vide jusqu'à vous mettre une tête de cerf sur la tête quand même. Non, j'ai pas de tête de cerf sous la main, c'est dommage. J'avais dit qu'Odile avait une double question, donc je la termine. Ouais. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, pensez-vous être un des meilleurs atouts pour le tourisme vert pyrénéen? Ah, la question perfide. Je suis pas sûr, hein. J'ai déjà eu des petites remarques du syndicat d'initiative de Luchon à ce sujet. C'est vrai? Ouais, mais en plaisantant, hein, qui m'expliquait que j'étais pas forcément le meilleur, en effet, le meilleur atout pour le tourisme. Je sais Mais- pas, on fait la part de la réalité Oui, et de la non, mais fiction. Moi, ça me donne envie d'y aller à chaque C'était une fois. plaisanterie, oui. Mais enfin, je décris toujours des atmosphères pluvieuses, sombres. Enfin, il fait toujours un sale temps, quoi, dans mes livres, hein. C'est rarement. Dans la vallée, il faisait soleil quand même. Dans la vallée, on se baladait dans les montagnes comme ça, dans les prairies. Le soleil brillait, donc ouais, ça allait à peu près. Donc la réponse est non, Odile. Qui est, alors on arrive au gros chapitre Martin Servaz. Qui est Martin Servaz et est-ce qu'il s'inspire d'un policier, un vrai, comme Maigret s'était inspiré à la fois du commissaire Massu et du commissaire Guillaume en allant visiter un jour le 36. Ah, je savais pas ça. D'accord. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il y a un policier auquel vous pensez? Est-ce qu'on peut dire son nom ou pas? Non, il n'y a pas de policier qui m'ait inspiré Servaz. J'en connais quelques-uns, mais je ne me suis pas basé sur des personnes réelles. C'est exactement ce que je dirais s'il existait. Ouais, ouais, Pour le préserver. oui, tout à fait, oui. Oui. Et, ou alors en présence de mon avocat. Mais non, non, c'est très sincèrement. Après, ce que j'ai voulu faire avec Servaz au tout départ, c'est que j'ai à la fois moi une fascination et pour les érudits, les gens qui connaissent vraiment qui sont très pointus, par exemple sur telle période en peinture ou tels textes anciens. Et Servaz, c'est un peu ça. Il écoute Gustave Mahler, il fait des citations en latin, il lit les classiques, il est fils de professeur. Donc cette érudition, moi, ça m'a toujours fasciné. Les gens qui vont vraiment très loin dans la connaissance comme ça. Et donc, j'ai toujours été attiré par ça. Donc ça, c'est Servaz. Et en même temps, moi, je suis aussi fasciné par les avant-gardes, tout ce qui est geek, tout ce qui est rock indépendant, tout ce qui est nouveauté. Et ça, je l'avais incarné dans Vincent Espérandieu. Donc au fond, j'avais divisé deux aspects de ma personnalité à travers ces deux personnages. Cela dit, je ne suis pas du tout Martin Servaz, contrairement à Flaubert qui disait je suis Madame Bovary, c'est moi. Et je ne suis pas non plus Vincent Espérandieu. Non, ce sont des constructions, les personnages de papier. Nabokov disait toute fiction est création d'un monde nouveau. Il ne faut surtout jamais s'arrêter. C'est un des conseils que je donne aux écrivains débutants. Ne vous inspirez jamais d'une personne réelle pour faire un personnage. Ça ne fonctionne pas. Construisez-le à partir de plein de choses que vous voulez, des personnes, mais construisez-le, imaginez-le. Ne vous arrêtez jamais à quelqu'un qui existe. Mais à la fois, c'est arrivé pour les plus grands héros de la littérature. Robinson, Monte Cristo, Jean Valjean, ils sont tous inspirés de personnages réels. Mais justement, derrière... Et magnifiés. Non seulement magnifié, mais l'écrivain a fait son travail d'imagination. Il en a fait autre chose. Il est allé au-delà de ce personnage réel, bien au-delà. Je parlais de Maigret tout à l'heure et de Simenon qui s'est inspiré du commissaire Guillaume et du commissaire Massu au 36, mais parce que les deux premières aventures de Maigret, c'était un personnage complètement différent, et c'est le 36 qui l'a appelé en lui disant « Venez voir, parce que vous racontez vraiment n'importe quoi », et du coup il a modifié son personnage après coup. Est-ce qu'avec Martin, on a compris qu'il était inspiré de personne, soi-disant, est-ce que ensuite, en revanche, en rencontrant vos indiques de la police, que vous côtoyez pour les besoins de vos romans, est-ce que quand même il a été modifié avec tel ou tel trait de caractère? Je ne parle pas des techniques d'investigation. Ouais. Hein. Oui, oui, j'entends. Oui, pas sur la personnalité de Servaz, mais c'est plutôt, oui, effectivement, les techniques d'investigation et sa façon de travailler. Parce que quand j'ai écrit Glacé, je connaissais personne, hein. J'ai fait ça dans mon coin, avec de la documentation. Je me suis beaucoup informé, beaucoup renseigné, mais je n'avais pas de contact. Les contacts, ils sont venus après, justement. Donc, après, oui, j'ai changé un peu sa manière de travailler, pas sa personnalité, je pense pas. Et en parlant de Maigret, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir avec mes livres, mais c'était que Simenon, en 1936 ou 1937, je crois, avait dit à son éditeur à l'époque Maigret, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux plus en faire. Et en 1972, le dernier livre, la dernière fiction, parce qu'après il a écrit d'autres choses, mais la dernière fiction publiée par Simenon, c'était un Maigret. On va y revenir tout à l'heure au syndrome de Sherlock Holmes. Justement, Martin Servaz, quand vous le reprenez une de ses aventures, c'est comme retrouver
un vieux copain ou c'est autre chose? Ou est-ce qu'il vous fatigue parfois? C'est quoi votre relation? Bah, quand il me fatigue, je le mets en congé, hein. Et puis j'écris autre chose, j'écris une putain d'histoire ou même le bord d'abîme. Ma relation, c'est quand même quelqu'un de très envahissant, quoi. Parce que moi, je suis avec lui tout le temps. Je veux dire, j'écris 7 jours sur 7, j'adore. Mais bon, je suis avec Servaz en permanence, hein. Je veux dire, si, c'est la personne qui occupe le plus, enfin, la personne, c'est de papier, évidemment, mais qui occupe le plus de place dans ma vie. Je suis avec lui du matin au soir. Mais ce qui est formidable, et c'est sans doute la plus belle récompense pour moi d'auteur, c'est que j'ai l'impression qu'il est aussi rentré dans la vie de certains de mes lecteurs. Il fait partie de leur univers, ils me suivent d'un livre à l'autre, ils retrouvent donc Martin Servaz. Dès qu'ils me voient dans des salons du livre ou dans des festivals, à l'époque on pouvait encore en faire, j'espère qu'on va en refaire bientôt. Il y en a quelques-uns qui sont programmés, je ne sais pas si ça tiendra. Dès qu'ils me voient, la première chose qu'ils me demandent, c'est est-ce qu'on aura Servaz dans le prochain, comment on va Servaz. J'ai l'impression qu'il est aussi rentré dans leur vie de lecteur, et ça c'est quand même la plus belle des récompenses. Et si un jour vous en avez vraiment marre, donc le syndrome de Sherlock Holmes, Ouais, ou Conan on Doyle, m'a qu'on déjà peut posé plus la Sherlock question. Holmes, etc., est-ce que vous en ferez un bon roman, vous le tuerez, ou est-ce que vous le mettrez à la retraite parce que quand même, c'est un copain, quoi. Ben, on m'a déjà posé la question, est-ce que je vais tuer Servaz un jour? J'en sais rien. Moi, je prends les romans, c'est la vie comme elle vient, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait, vous ne savez pas ce qui va se passer demain dans votre vie, moi je ne sais pas demain ce qui va se passer dans la mienne. Et pour Servaz, c'est pareil, je veux pas me poser ce genre de questions, ça viendra quand ça viendra. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Alexandre Dumas père qui est dans son bureau en train d'écrire. Il y a son fils qui rentre dans le bureau, il voit son père de dos, son père se retourne et il est en pleurs. Et donc le fils dit mais qu'est-ce qui se passe, papa, qu'est-ce qui se passe? Et Dumas père lui dit j'ai été obligé de tuer Porthos. Est-ce que C'est vous, magnifique. quand vous tuez un personnage, magnifique. vous avez cette émotion si vous aimiez ce personnage, bien sûr? Alors, Ou pas à ce point-là quand même. Non, pas à ce point-là. Mais j'ai eu des moments d'émotion. Par exemple, quand j'ai terminé, je crois que c'est dans Sœur, où Servaz reçoit une lettre de son père, mais bien post-mortem, puisqu'il la récupère 30 ans après la mort de son père. Là, oui, j'ai eu une émotion très forte à ce moment-là. En écrivant cette scène-là, j'ai vraiment ressenti une émotion très forte. Et chaque fois que je la relisais, cette émotion revenait. Et je me suis dit, si moi je ressens cette émotion, je pense que le lecteur va la ressentir aussi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de lecteurs ont été émus par la fin de Sœur et par cette lettre. Quand je tue mes personnages, je suis assez cruel quand même. J'avoue que ça me fait pas grand-chose. Je les tue assez facilement. Et je suis un tueur à sang-froid. Obligé de tuer Porthos, c'est-à-dire que parfois l'histoire vous Ouais. amène à tuer un personnage sans que vous en ayez vraiment envie, mais c'est la vie, quoi. Il faut. Oui, mais je pense que oui. Pour l'instant, j'ai pas tué de personnage essentiel, enfin ni ses adjoints ni Servaz lui-même. Peut-être qu'un jour je mettrai fin à son existence, oui, mais si je le fais, il faudra que ça soit quand même quelque chose de. Voilà, il faudra que ça soit. Faut que ce soit beau, quoi. Ouais, voilà, un beau bouquet final, un beau feu d'artifice, sinon ça n'a aucun intérêt. Parlons pas de malheur, mais j'ai une question de Stéphane Michet. Qu'est-ce que ce pauvre Servaz vous a fait pour que vous ayez décidé de lui en faire voir comme ça de toutes les couleurs? C'est vrai qu'il se repose jamais quand même, hein. Quand ça démarre, ça démarre. C'est un peu mon punching ball, ouais, Servaz. Ouais, j'avoue, je me défoule pas mal sur lui. Mais parce que les lecteurs adorent ça aussi. Et je sais que plus il traverse d'épreuves, plus il éprouve d'empathie et de sympathie pour lui. Et au fond, c'est vrai, c'est un peu ce pauvre Job à moi, quoi. Il a tous les malheurs de la terre qui lui tombent dessus. Cela dit, dans les derniers romans, il est quand même un peu plus. Il a une compagne déjà, il n'est pas aussi seul qu'il ne l'était dans la vallée. Depuis la vallée, il a une compagne, Léa, qui lui apporte beaucoup du reste, hein, puisque c'est une personne à la fois très équilibrée et très énergique, très entreprenante et très volontaire. Et Pas comme de précédentes campagnes qui ont été plus oui, compliquées à gérer, quoi. oui, d'accord, oui, il y en a eu quelques-unes. Oui, bah oui, il n'a pas de chance, hein. Il y a des gens comme ça. Question d'Emmanuel Lebovici. Auriez-vous aimé être un limier, monsieur Minier? Alors limier, j'imagine qu'il veut dire policier ou en tout Oui, cas j'entends bien. détective. Oui, j'ai bien compris. Je suis nul pour le pour. Alors moi, franchement, comme ligné, j'aurais été. Je ne voudrais pas un coup. Je le sais parce que à chaque fois que je cherche la solution à une énigme, je la trouve jamais. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai créé un personnage qui est un limier formidable et moi, franchement, c'est pas mon truc.
Non, non, je préfère raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, hein. Question de Sandrine Fournel. Faut-il avoir, alors on passe côté méchant, Ah. faut-il avoir un peu de noirceur en nous pour pouvoir se mettre dans la peau d'un assassin et que ça semble réaliste? Déjà, je pense qu'on a tous on a tous quelque part quelque chose que, je ne sais pas si on peut appeler ça de la noirceur, mais qu'on pourrait, qu'on n'aura pas forcément envie que les autres connaissent. On a tous nos petits secrets, on a tous notre part d'ombre, et je pense qu'on a tous quelque chose qu'on préfère garder secret, on n'aimerait pas voir venir à la lumière. Et puis ensuite, c'est un travail d'imagination. C'est ça, en fait, quel que soit le personnage, l'imagination, moi, Picasso disait, je trouve avant de chercher. Moi non, je cherche beaucoup avant de trouver. Et au fond, c'est ça. On cherche une idée, et puis cette idée, elle est pas mal, mais on sait qu'on peut en trouver une meilleure. Et puis quand on l'a, on en cherche une encore meilleure, et une encore meilleure, et ainsi de suite. S'il n'y a pas de secret, tous les aspects du roman fonctionnent de cette façon-là. Et la noirceur, on la crée à force de travail, comme tout le reste. Mais c'est vrai qu'il faut bien admettre qu'il y a beaucoup de tordus chez les écrivains de polar. Il y a beaucoup d'histoires d'écrivains de polar qui sont devenus assassins. Ah bon? Ouais. Tant que ça? Ouais, en Chine, l'année dernière, il y a un écrivain de polar qui vendait pas mal de bouquins, qui était assez connu et qui est un peu stupide parce qu'il a fait un crime qui ressemblait à un de ses polars. Ah oui, ah oui, il s'est pris pour Et Charleston. même dans la fiction, voilà, dans Il s'est Charleston, pris dans pour Basic Charleston Instinct. Si c'était, dans Basic Instinct, mais, ouais. c'est Mais pas- oui, mais c'était une fiction. Non, bah moi tous les auteurs de polar que je connais, c'est les mecs les plus normaux que de la Terre. Je connais un peu. Justement. Je connais. Bon, on va pas donner des noms, mais puisque c'est pour dire des choses gentilles, on peut peut-être se permettre. Je connais Michel Bussy, je connais Franck Tillier, j'en connais d'autres. C'est des gens tout à fait normaux. Enfin, à ma connaissance, hein. Après, En tout j'ai cas, pas dans été les voir plus loin. apparences, absolument, absolument. Comment écrivez-vous? On rentre un peu dans les coulisses, si Mhm. vous voulez bien. Est-ce que vous avez une discipline de travail? Vous avez dit 7 jours sur 7, mais est-ce que vous avez des horaires, un endroit très précis où vous devez écrire? Comment ça se passe? Je suis très discipliné. Je suis très très discipliné. Déjà, j'ai des horaires. Je suis plutôt un écrivain diurne. Je ne suis pas un écrivain nocturne du tout. Donc c'est le matin, le début de l'après-midi. Après, j'ai pas de rituel. J'ai juste, j'allume ma cafetière, mon ordinateur, je prends ma douche et puis voilà quoi, et je me mets au travail. C'est l'avantage avec ma profession précédente, puisqu'avant j'avais presque 3 heures de transport chaque jour pour aller et revenir du bureau. Là, Vous le étiez temps de transport est beaucoup plus réduit. Vous étiez aux douanes. J'étais dans les douanes, ouais, mais en région parisienne. Et c'est juste une question d'hygiène de vie, de discipline. Voilà, mais après, j'ai pas de rituel, j'ai pas de trucs un peu bizarres. Et ça me fascine beaucoup parce que vous n'êtes pas le seul à avoir ces horaires-là, de bureau en fait, hein. Ouais. John Grisham fait ça, Stephen King, Bernard Werber, Chatham aussi, je crois. Alors que vous êtes écrivain, vous pourriez. Non, Chatham, il écrit la nuit plutôt, je sais plus. Vous êtes écrivain, vous pourriez. Vous avez une sorte de liberté totale d'emploi du temps, mais non, vous choisissez 9h midi, 13h, 17h. Ah non, mais j'ai déjà essayé d'écrire la nuit, mais ça fonctionnait pas. Ce que j'écrivais la nuit, je lisais le lendemain matin et je me disais, mais ça vaut pas un clou, quoi. Ça partait à la corbeille directe. Donc j'ai très vite compris que c'était le matin que j'étais le plus performant. C'est aussi une question d'horloge interne et d'horloge biologique, hein, j'imagine. Moi, je suis beaucoup plus en forme le matin et mon cerveau fonctionne beaucoup mieux le matin et l'après-midi, le début de l'après-midi. Voilà, c'est tout. C'est pas, ça va pas plus loin que ça. Il n'y a rien de moins sexy. Il y a rien de moins sexy qu'une existence d'écrivain. On fantasme dans les films, ils sont toujours au bord de la piscine, au soleil, avec un verre d'alcool, une tequila ou quelque chose à côté, quand c'est pas autre chose. Et puis tout vient comme ça. Mais en vérité, un écrivain chez lui en train de travailler, il n'y a rien de moins intéressant. J'ai une question de Adida Allègre que j'aime beaucoup parce que je ne connaissais pas ce mot. Avez-vous déjà souffert de leucocélophobie, c'est-à-dire le syndrome de la page blanche? Ça s'appelle comme ça, Ouais, leucocélophobie. Waouh. Non, non. Non, jamais. J'ai jamais souffert de Vous leucocélophobie. vous mettez devant l'ordinateur Non, mais ou pas- ça- l'ordinateur ou le papier d'ailleurs Alors, ordinateur pour le premier jet, et puis ensuite toutes les corrections sur papier au stylo, D'accord. à l'ancienne. Et après, je les rentre évidemment dans l'ordinateur. Non, parce qu'en fait, quand je commence la phase de rédaction proprement dite, j'ai déjà toute mon histoire qui a été. J'ai mis en place comme un puzzle. J'ai assemblé chaque pièce. Je sais à peu près ce que je vais raconter dans chaque scène.
Je connais mes personnages, j'ai mes personnages secondaires, voire tertiaires. Je fabrique une espèce de roadbook qui fait plusieurs centaines de pages, où les décors sont décrits, les itinéraires, comment se tuent les personnages avec leurs voitures, sont décrits avec des cartes, c'est très précis tout ça. Et cette espèce de roadbook, c'est une fois que je l'ai, que j'attaque l'écriture. Donc après ça... Vous gardez ces documents? Ouais, j'en ai On les quelques-uns. trouvera à la BNF un jour? Je suis pas sûr. Hein. Euh, On verra, je vais peut-être les brûler quand même, on sait jamais. mais c'est-à-dire que vous écrivez et puis ce qui vous vient pour la rédaction en elle-même, et ensuite vous revenez pour tailler, pour raboter, etc., l'écriture, ou alors est-ce qu'il faut que vous écriviez? Il y en a des écrivains comme ça qui veulent écrire tout de suite la bonne phrase, donc ils restent très longtemps sur la vraie phrase. Moi je suis comme ça. Phrase. Ouais. Moi, pour avancer, il faut déjà que je sois très content de ce que j'ai écrit avant. Je sais que par exemple, Fred Vargas disait le premier jet c'est de la merde. C'est-à-dire qu'elle écrit un premier jet comme ça et après elle retravaille, elle retravaille, elle retravaille, elle retravaille sans arrêt. Moi non, je suis incapable de faire ça. Quand je passe au chapitre 2, c'est que déjà le chapitre 1, il est très abouti. Et ainsi de suite. Après, il y a tout un travail de réécriture qui se fait une fois que le manuscrit est complet. Mais j'avance vraiment en ayant derrière moi quelque chose de solide. Après, chaque auteur a sa méthode. Hein. C'est très différent d'un auteur à l'autre. Et on a chacun sa cuisine. Je veux dire, quand j'en parle avec mes confrères, il n'y en a pas deux qui fonctionnent de la même façon. Il n'y a pas de recette. Anne Marc vous demande ce que vous ressentez au moment de l'écriture. Alors, bon, Ce que je ressens. je vous la livre comme ça. Bah, étant donné que j'écris 7 jours sur 7 et plusieurs heures par jour, pas grand-chose. Mais un peu de l'ennui, de l'enthousiasme. Ah, de l'ennui, jamais. Ah non, de l'ennui, jamais. Moi, je m'ennuie jamais quand j'écris. C'est laborieux, c'est frénétique. Non, c'est pas si laborieux que ça. Ça vient assez facilement. Même si je retravaille beaucoup au fur et à mesure. Mais non, moi, je m'amuse énormément. C'est-à-dire que quand j'ai écrit une bonne scène, comme par exemple, enfin j'espère qu'elle est bonne, mais je pense que la première scène de la chasse, cette fameuse scène avec ce jeune homme qui est nu, qui a cette capuche en peau avec ses bois de serre, et puis qui se fait renverser par cette voiture. Une fois que j'ai terminé cette scène-là, et je suis content, quoi. Je me fais plaisir en fait. Je me fais vraiment plaisir. C'est comme quelqu'un qui cuisine un plat, un bon petit plat, et puis ensuite il goûte et qui dit ah, ça c'est chouette. Est-ce que vous réagissez vraiment devant l'ordinateur? C'est-à-dire vous faites des ah voilà, ou est-ce que vous riez? Est-ce que vous laissez exprimer tout? Je ne l'exprime pas de cette façon, mais oui, j'ai la banane. Hein. Quand j'écris quelque chose qui me plaît, j'ai vraiment la banane. Ouais. Olivier Lemoine vous demande quelle est votre bande-son quand vous écrivez? Le silence. J'écris dans le silence le plus complet. J'ai des musiques en tête avant et après. J'aime bien écouter de la musique. J'aime bien mettre de la musique assez fort quand j'ai terminé d'écrire, quand j'ai terminé ma séance d'écriture. Et j'ai aussi, je fais souvent des références musicales dans mes livres, hein, puisque chaque personnage écoute un genre de musique différent. Mais c'est le silence. J'ai absolument besoin du silence. Le moindre bruit me perturbe. Là, il va falloir être généreux, Bernard, puisqu'on rentre dans les conseils. Ouais. Quels sont les secrets pour écrire un bon thriller? Est-ce que vous avez des trucs, mais des trucs concrets, quoi, des trucs dont on peut se resservir? Pas des machins vagues. Je réfléchis. Ce que j'ai dit tout à l'heure pour les écrivains débutants, on l'a tous vécu. On a une idée, on a l'impression qu'elle est géniale, oh, formidable. Et puis laissez passer la nuit dessus et revenez le lendemain et vous verrez que votre idée, elle est pas si géniale que ça. En général, la première idée qu'on a, c'est très souvent un cliché ou un stéréotype ou un truc qui a été vu 1000 fois. Donc, même si vous avez l'impression que c'est bon, laissez passer la nuit dessus et le lendemain, cherchez une autre idée, cherchez quelque chose d'encore meilleur et encore meilleur, encore meilleur. Ne cédez pas à la facilité. Ne vous dites pas ça ira comme ça. Et quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on se dit c'est bon? C'est pareil que quand on cherche l'idée d'un livre. Hein. On a des bonnes idées, on dit ouais c'est pas mal, ouais c'est pas mal, ouais c'est pas mal. Et puis à un moment donné, ça c'est l'idée quoi. Et là tout d'un coup on sait que on tient la bonne idée. Alors ça, on ne va pas faire ça à chaque paragraphe hein, non plus, il ne faut pas exagérer, mais chercher toujours des idées nouvelles. Pour les personnages, comme je l'ai dit, rendez-les complexes. Posez-vous la question, quelles sont leurs motivations? Pourquoi agissent-ils comme ils agissent? Il ne faut surtout pas que les personnages soient de simples faire-valoir de l'intrigue. On ne les place pas là juste pour faire avancer le récit. L'intrigue, à la limite, oubliez-la un peu.
c'est plutôt le personnage aussi qui doit décider de ce qui va se passer dans votre livre. Si votre personnage est suffisamment vivant, suffisamment crédible, vous ne pourrez pas lui faire faire n'importe quoi. Il décidera aussi pour vous. Donc, après, si j'avais d'autres conseils à donner, je sais pas. La fin, comment on construit une bonne fin? Qu'est-ce qu'on laisse au lecteur deviner ou pas? Comment ça... La fin, c'est super important, ça c'est Ouais. sûr. Le début, la fin, c'est sans doute les passages les plus importants d'un livre. C'est ça qui fait que le lecteur va se souvenir du livre aussi ou pas. Et vous écrivez la fin à la fin? Ouais. Mais je la connais avant. Comme je dis, avec mon espèce de roadbook, là, alors je dis pas que tout le monde doit faire un roadbook, hein. Moi je fais comme ça, mais avec mon espèce de roadbook, je sais évidemment tout ce qui va se passer jusqu'à la fin. Mais il faut se renouveler aussi, il faut de la fraîcheur. Donc je crois que c'est Didier Van Kovlar qui disait un plan c'est fait pour être quitté. Et je trouve cette phrase magnifique, très belle, très juste. Sortir des rails, quoi. Voilà, donc vous avez un plan, vous avez une histoire. Et bien à un moment donné, vous allez apercevoir que votre scène ne fonctionne pas, que c'est pas comme ça que ça doit se passer parce que le personnage ne peut pas faire ça. Et bien sortez de votre plan et cherchez autre chose. Il faut aussi de la spontanéité. C'est toujours un mélange de méthode et de spontanéité. Et les deux sont importants. Qui sont vos maîtres en matière de polar? Maître, je ne sais pas si j'ai des maîtres. Il y a des gens que j'aime énormément. John Esbo, par exemple, je trouve que justement, il arrive à écrire des scènes qui existaient déjà et les renouveler complètement. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Stephen King, si j'ai un conseil à donner d'ailleurs aux auteurs débutants, ça m'évitera de donner trop de conseils, c'est d'acheter Écriture de Stephen King. Franchement, c'est un truc formidable. Là, vous avez toute une boîte à outils. Il vous explique plein de choses. Il vous explique par exemple, ça c'est important, que les dialogues c'est une question d'oreille. On s'en fiche que le langage soit châtié ou pas dans la bouche des personnages. Ça doit sonner vrai en dialogue. Ça doit sonner comme si vous le surpreniez à la table d'à côté. Il vous explique une description, ça commence dans l'esprit de l'auteur, mais ça finit dans l'esprit du lecteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre trop de détails, il faut laisser la place au lecteur, il faut laisser la possibilité au lecteur aussi de s'approprier le texte. C'est-à-dire, parce qu'au fond, la lecture, c'est quoi? La lecture, c'est sans doute le loisir ou l'activité culturelle la plus interactive et la plus participative qui soit. Parce que quand vous regardez un film ou une série, et moi je suis un grand fan de séries, hein, j'en regarde énormément, il y en a de très très bonnes aujourd'hui, des choses très créatives, mais quand vous regardez une série ou un film, vous êtes d'une certaine manière passive. Bon, vous éprouvez des émotions, mais à part ça, vous recevez des images, vous recevez des sons, mais vous n'interagissez pas avec eux. Tandis que quand on lit un livre, on participe, on comble tous les petits blancs du livre que l'auteur a forcément laissé parce qu'il ne peut pas tout décrire. Et donc finalement on s'approprie le livre. Et au fond le roman devient aussi bien le roman du lecteur que celui de l'auteur. Ils sont co-auteurs dans cette affaire. C'est pour ça d'ailleurs que quand il y a des adaptations ciné ou des adaptations télé, souvent les lecteurs ne s'y retrouvent pas parce qu'ils ont déjà dans la tête leur propre livre, leur propre histoire, la façon dont ils ont participé. Et ça, et il faut leur donner la possibilité de participer. Donc, décrivez pas un personnage de pied en cap, choisissez un ou deux détails très significatifs. Pareil pour un décor, qui vont faire tout le travail. Et après, c'est le lecteur qui va s'emparer de ça et qui va, avec son imagination, reconstruire toute la scène. Question de Chris Andreff. Bonjour Monsieur Mignet, en tant que spécialiste du genre, en quoi devient-il délicat aujourd'hui de rédiger une intrigue passionnante qui, au-delà de l'imaginaire de l'esprit, ne puisse pas être contrecarrée par les technologies modernes d'investigation, là où les classiques de la littérature, des Christie, Leroux et compagnie, laissaient peut-être plus de place à la création originale. Moi, ce que je comprends, c'est est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui d'écrire un bon vieux whodunit, c'est-à-dire à la Agatha Christie et Sherlock Holmes et tout ça, en se passant des technologies et des artifices et tout ça. Ben ouais, Est-ce qu'on a déjà tout fait et puis bon, ben si, la solution c'est vous le situez au 19e siècle, au début du 20e, et comme ça vous êtes tranquille. oui, mais on retrouvera peut-être la même mécanique. Mais oui, mais on peut se servir on peut difficilement oblitérer les technologies. On ne peut pas raconter que les flics s'en servent pas, c'est pas possible. On le voit. D'ailleurs, du reste, la réponse elle est dans un roman que j'ai écrit qui s'appelle Sœur, où la première partie se passe en 1992, je crois, et la deuxième se passe en 2018. Je crois que je l'ai écrit en 2018, si ma mémoire est bonne. Et dans la première partie, il n'y a pas de caméra de surveillance, il n'y a quasiment pas d'ADN. L'ADN existait, mais il n'était pas utilisé dans les techniques policières. Il n'y a pas de téléphonie mobile, donc de traçage, etc., dans toute la première partie du livre. Et évidemment, dans la deuxième, il y a tout ça.
Et on voit bien qu'en ce laps de temps, le travail de la police a considérablement changé. Si on veut être réaliste, on est obligé on ne peut pas faire abstraction de tout ça, c'est pas possible. Mais je pense qu'on peut arriver à raconter des intrigues très intéressantes. La créativité, au fond, plus on a un cadre, on le sait depuis le théâtre du siècle d'or, plus on a un cadre contraint, plus on peut prendre de la liberté à l'intérieur de ce cadre. Et la créativité, c'est justement ça. C'est pas d'avoir une liberté absolue. La liberté absolue, c'est angoissant, c'est vertigineux. Quand on l'a, on ne sait pas quoi en faire. Non, la créativité, c'est on a un cadre, on a des contraintes, et à l'intérieur de ces contraintes, c'est là où on fait preuve de créativité et d'imagination. C'est vrai que Agatha Christie avec l'ADN, il n'y a plus de roman, quoi. C'est terminé, quoi. Ah ben oui, ça c'est sûr. Ça dure 3 pages. Ouais. Florence Masson. Mais je suis sûr qu'elle aurait trouvé un truc Oui, bah, sans doute. pour raconter des histoires passionnantes avec ou sans ADN. Quel est le livre qui a marqué votre enfance ou votre adolescence? Ah, il y en a plein, des livres qui ont marqué mon enfance et mon adolescence. On pourrait en remplir une bibliothèque avec... le premier, je l'ai souvent dit, c'est Robinson Crusoe. C'est une lecture de Robinson Crusoe par une maîtresse remplaçante en fin d'année scolaire. Je crois que j'étais au CE1, au mois de juin, très chaud, et on avait fini le programme. Et cette maîtresse remplaçante nous a fait la lecture à haute voix, et j'avais été absolument fasciné par ce texte, par l'histoire qu'elle nous racontait, par ce personnage, seul sur son île. Et je crois que c'est là où j'ai peut-être commencé à avoir envie non seulement de lire, mais d'écrire. Sinon, moi, quand j'avais 10 ans, on avait tous dans nos armoires, mes copains et moi, des Bob Moran. Ensuite, c'est devenu une célèbre chanson. À l'époque, on avait tous des Bob Moran parce qu'il y avait Marabout qui était très bien distribué, donc on lisait tous des Bob Moran. Ça tombe bien parce qu'en Rivière, on en a écrit 200, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc on en avait plein, on les lisait les uns derrière les autres. Et puis ensuite, il y a eu Lovecraft, il y a eu la science-fiction, il y a eu Jean Rey, magnifique auteur belge de fantastique. Parlez-nous un peu de genre quand même, on va se quitter bientôt. Genre, justement, j'ai relu il n'y a pas longtemps Malpertuis, qui est son chef-d'œuvre, que j'ai lu quand j'étais ado. Ce sont les dieux de l'ancienne Grèce qui se retrouvent avec enveloppe humaine au XXe siècle, au début du XXe siècle, dans une ville hanséatique, c'est-à-dire une ville flamande ou enfin un port, une ville portuaire du nord de l'Europe. C'est fantastique, c'est effrayant et en même temps c'est une langue merveilleuse, c'est merveilleusement poétique. Ça sonne. Et je l'ai relu et je pensais être déçu parce que quelquefois on lit des choses qu'on a lues quand on avait 12, 13 ou 14 ans et on se dit bah, tout ça pour ça quoi, finalement. Et on le redécouvre un peu, Jean Rey. Et là j'ai trouvé ça formidable. Je termine quand même avec la question de Stéphane Attali. Quel est votre prochain sujet? Et il met un smiley derrière, sous-entendu. Vous n'êtes pas obligé, mais ça nous ferait plaisir. La question piège. Le prochain sujet, bah, je suis en train de réfléchir. J'ai déjà posé les bases effectivement du prochain roman parce que sinon je m'ennuie. Et comment? Dans l'Ariège ou... Non, alors ça sera même, il n'y aura pas Serbaz dedans. Il y aura un nouveau personnage que je suis en train de créer, de construire, qui est une femme policière. Alors je ne sais pas si ça a été inspiré parce que je regarde des séries espagnoles en ce moment, La Casa de Papel et d'autres, mais je crois pas, non. Mais je connais très bien l'Espagne, j'y vais souvent, j'ai beaucoup d'amis, ma mère y est née, voilà. Et donc ça sera une femme policière espagnole. Ça se passera, c'est sans doute pas très loin des Pyrénées, hein. Il y aura de la montagne et tout, mais ça sera côté espagnol, donc j'ai déjà noué des contacts avec des enquêteurs donc ibères. Et j'ai déjà une scène d'ouverture qui n'est pas piquée des hannetons. Je pense que ça va bien secouer. On a comme un scoop là, non? Bah, je sais pas, peut-être bien. Ça, ouais. Merci, merci Bernard Minier. Je rappelle, La Chasse, c'est votre nouveau roman donc chez XO. Merci à tous et vous pouvez revoir cette rencontre sur le replay du site culturel de la FNAC, laclaquefnac.com. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.